et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors aujourd'hui, nous allons entendre un témoignage qui va réellement vous bouleverser. On se dit à tout de suite. Bonjour Rémi. Bonjour Chantal. Bienvenue sur Partage ton histoire, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, je suis très honorée d'ailleurs. Quelle grâce. Gloire à Dieu. Alors, on a un titre très intéressant. Yes. Mais avant de parler de ça, je vais te laisser te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas. D'accord, donc je m'appelle Rémi Cristovao, j'ai entre 20 et 77 ans. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et voilà, je suis enfant de Dieu. Et tout simplement, voilà. Amen, gloire à Dieu. Très bien. Écoute, on a vu comme titre, il est devenu réel pour moi. Yes. Moi, je suis tellement pressée d'entendre ce témoignage parce que... ça va être bien. Ça va être bien. Ben, écoute, je te laisse nous dire comment tout ça a commencé. Ok, comment tout ça a commencé. Bon, avant qu'il devienne réel pour moi, et bon, on va en parler, il y a un contexte. Je suis d'origine portugaise, ou du moins ma mère l'est. Et de ce fait, je suis dans une famille d'origine portugaise. Et par coutume, tu vois, tous les Portugais sont un peu catholiques. Tous les Portugais sont un peu plongés dans le catholicisme, tout ça. Et donc, je suis dans une famille catholique. Religieuse, catholique. Religieuse. Bon, c'était plutôt des grands-parents, tu vois, les grands-parents portugais, un peu les anciens, quoi, tu vois, qui étaient très religieux, même ma mère, tout ça, bon, voilà, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Donc, je suis dans une famille normale, je vis avec mes deux parents, j'avais un petit frère, ensuite j'ai eu une petite sœur plus tard, et ensuite une autre, mais bon, ça c'est encore bien plus tard. Et quand je suis né, j'étais un enfant vraiment commun. J'étais un enfant vraiment comme tout le monde. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand j'étais petit, j'avais une tête vraiment comme tout le monde. On aurait dit un Playmobil. C'est-à-dire que je ressemblais à tout le monde. C'est-à-dire que j'avais vraiment une tête d'enfant normal. J'avais vraiment une tête d'enfant normal. Et voilà. Donc, je suis dans une famille normale. Tout ça, une famille qui avait un arrière-plan un peu catholique. Mais Dieu n'était pas au centre. Et bon, on s'en foutait un peu de Dieu, quoi. On vit sa vie, quoi. Il fait sa vie, on fait sa vie. Voilà, tant que voilà, tout va bien. Mais voilà, donc j'étais un enfant totalement normal. Et voilà, j'allais à l'école, tout ça, et j'étais déjà enfant, j'étais très extraverti, tu vois. J'étais très extraverti, j'aimais beaucoup me montrer, beaucoup prendre la parole, beaucoup être mis en avant. Et dès petit, j'ai commencé à beaucoup aimer les filles. Ah oui, je m'en souviens. C'est quel âge, petit? À 3 ans, c'était Si. Tu te rappelles, à 3 ans? Oui, je me rappelle, parce qu'on est restés ensemble jusqu'en CP. Attends, 4 ans. T'es sorti avec une fille? Ouais. C'est pas possible. Si, elle s'appelait Blandine. Si. si, je m'en souviens. Si. Oh my God. Si. On avait 3 ans, je m'en souviens. Et après, on s'était séparés en CP, CE1. Séparés, c'était vraiment terrible, non, la vie était... Non, c'était situation compliquée, relation toxique. Non, je rigole. Non, mais bref, donc dès petit, j'aimais beaucoup un peu les filles, tout ça. Et j'étais un peu penché dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai avancé dans la vie. Et le truc, c'est que à la maison, il y avait des conflits. D'accord. À la maison, il y avait des conflits entre mes parents. Et en fait, je sais pas pourquoi, tu vois. J'étais un enfant comme tout le monde, mais on va dire que j'étais exposé à des choses qu'un enfant ne devait pas voir. Bien sûr, c'est ça. J'étais exposé à des choses qu'un enfant ne devait pas voir. Et donc, j'ai vu certains conflits entre mes parents qu'en fait, un enfant de 6, de 7 ans, de 5 ans ne devait pas voir, en fait. Ah oui. Et donc, ça m'a donné... pas une certaine maturité, mais une certaine précocité, on va dire, tu vois. Et ta manière de voir les choses a changé d'un enfant. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais j'étais comme un peu... comment est-ce que je peux dire ça? J'étais vif un peu, tu vois. Je captais direct. On pouvait pas me la faire à l'envers, tu vois. Je captais quand dans ma famille on essaie de la mettre à l'envers. Non, vous n'allez pas me la faire à moi, voilà. Et donc j'étais un enfant comme tout le monde et j'ai grandi dans un contexte familial assez bon. Quand j'étais tout petit, tout allait bien. Tout était véritablement rose, les grands-parents, les parents, toute la famille était vraiment unie, c'était vraiment les cousins, les cousines, c'était vraiment trop lourd. Mais plus j'ai avancé, plus il a commencé à avoir des conflits, et notamment dans le foyer, entre ma mère et mon père. Et voilà. Et donc, je continue pour remettre dans le contexte. Et donc, j'étais un enfant normal. J'étais en primaire. J'avais des très bonnes notes en primaire. T'as cassé avec ta petite copine. Voilà, j'ai cassé avec elle. Je m'en souviens, j'ai une anecdote. En fait, non, mais cette histoire, vraiment. Pour lui montrer que j'étais un homme, tu vois, quand on a les dents de lait là qui pendent, pour lui montrer que j'étais un guerrier, j'ai pris un ciseau
Et tu vois, il y avait juste un ouais, juste un petit fil. Ouais, j'ai coupé, j'ai saigné. Mais oui, mais frère. Saigné. Non, je voulais montrer que j'étais un. T'étais un gars, j'étais un gars. J'étais un vrai gars. Et voilà. Et après, donc, j'ai avancé en primaire, tout allait bien, tout ça. Et déjà, dès petit, j'étais assez populaire à l'école, tout ça. C'est un rapport avec mon témoignage. Non, c'est un rapport avec mon témoignage. J'étais assez populaire, tout ça à l'école. J'étais vraiment assez apprécié. J'étais, assez populaire en primaire, tout ça. Et il s'est passé quelque chose en fin primaire qui a vraiment tout changé, qui a tout bouleversé. Il s'est passé quelque chose. C'est quoi cette chose-là? Je vais te dire, mais déjà, avant ça, tu vois, cette popularité un peu que j'attirais, cette extravagance, elle était due au fait que les conflits qu'il y avait à la maison, tu vois, faisaient en sorte que mon père ne me considérait pas comme j'aurais voulu qu'il me considère. Tu vois, lorsqu'on a un garçon, je pense que notre premier modèle, c'est notre père, en fait. Tout à fait. Et mon père à la maison n'était pas vraiment un modèle parce que j'étais vif, je captais des trucs bizarres, en fait. Je captais des trucs... Bon, voilà. Ouais. Je captais des trucs bizarres et il n'était pas vraiment si proche de moi et j'avais véritablement un manque affectif par rapport à lui. Tu vois, c'est comme si j'essayais de lui plaire, mais lui, il s'en foutait. Ouais. En fait, il s'en foutait pas non plus, tu vois. Mais c'est comme si j'essayais de lui plaire, mais qui me donnait pas l'intention que j'essaie de déclencher. Tu faisais tous tes efforts, mais... Exactement. J'étais bon à l'école, j'étais ci, ça. Et il réagissait pas. Donc je me suis dit, bon bah, je vais commencer à faire des bêtises, hein. Peut-être qu'il va réagir. Peut-être qu'il va réagir. Et je faisais des bêtises, tout ça, il réagissait. Bon, il réagissait, mais d'une manière. Pas la manière, tu vois, attends, oh, ça va. Non, choupignou. Non, pardon, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de choupignou, il n'y avait pas de choupinette. Il n'y a pas de choupignou, il n'y a pas de choupinette. Ah non. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que j'étais un enfant normal, mais j'avais comme un gros manque affectif par rapport à mon père. Ma mère me donnait de l'affection, tout ça, mais le modèle mon modèle, c'était mon père. C'était l'homme, c'était le gars quoi, de la maison. Mais j'avais véritablement un manque affectif par rapport à lui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un meilleur ami. Bon, c'est bizarre ce que je veux dire. Hein. J'avais un meilleur ami qui était d'origine marocaine. Et ses parents étaient séparés. Et beaucoup de mes amis d'origine arabe, marocaine, algérienne, tout ça, leurs parents étaient séparés. Et moi, je me suis dit, j'étais petit, hein, je me suis dit, peut-être que tous les rebeux se séparent, je sais pas. J'ai pensé comme ça. Et arrivé, je crois, en CM2, quelque chose comme ça. Là, mes parents viennent à se séparer. Vraiment. Et quand ils viennent à se séparer, je me dis, quoi? C'est pas Je me dis, mais c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Mais j'ai dit, ça, c'est pour mon meilleur ami. Les rebeux. Voilà. Non, mais je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Mais c'est bizarre, mais attends, mais la semaine dernière, on était chez les grands-parents avec toute la famille, on mangeait, tout allait bien. Et là, d'un coup, là, bam. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, il y a un bug. Et ce qui se passe, c'est que à la maison, du coup, il y a eu des gros conflits. Il y a eu des gros conflits et plus que jamais, j'étais exposé à des choses que j'aurais pas dû voir. Et le truc, c'est que je suis l'aîné de ma famille, de mes frères et sœurs. Et de ce fait, on va dire que c'est comme si j'essayais un peu de protéger. Ma sœur venait juste de naître. J'essayais un peu de protéger mon petit frère, il a 3 ans de moins que moi et ma sœur, elle a 7 ans de moins que moi. J'essaie un peu de les protéger, de faire en sorte qu'ils ne voient pas certaines choses. En fait, c'est bizarre un peu, mais j'avais un rôle. Quand tu essaies de les protéger, t'avais quel âge? J'avais, je sais pas, j'avais peut-être 8, 9 ans, quelque chose comme ça. J'essayais un peu comme de les couver, comme de faire en sorte qu'ils ne voient pas certaines choses, mais du coup, moi, je les vois. Parce que, tu vois, si je cache ces choses-là, moi, je dois les voir. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, ça m'a véritablement détruit. En fait, c'était pas juste une séparation, comme dans les films. Ça a été une séparation conflictuelle. Ça n'a pas été à l'amiable. Aïe. Et le pire, c'est les conséquences que ça entraîne. Ah oui. Ah non, c'était terrible. Je comprends. Déjà, toi aussi, t'as... Bah oui, ça n'a pas été une séparation facile. Les enfants, ils ont été mélangés dedans. Oh là là, ça détruit, c'est incroyable. Tu vois, quand on a été séparés, ce qui s'est passé, c'est que on a vécu après les histoires des une semaine sur deux, des belles-mères, des beaux-pères. Oh là là. Ça, c'est un autre délire. Non, il y a eu des conflits incroyables. Ce qui s'est passé, c'est que mon père appréciait les femmes, on va dire. Et mon père, c'est... peut-être c'est de là que t'as pris... Non, peut-être. Moi, je pense que c'est de là. Bon, c'est fini, hein. Enfin, c'est fini. Enfin, bon, pas... Enfin, bref. Amen. Yes. On se comprend. Non, voilà, on se comprend. Non, en fait, mon père a commencé Enfin, s'est mis avec une femme. Et lui nous avait dit qu'il quittait notre mère parce que voilà, les conflits, mais... Il y avait autre chose. J'étais vif. On ne te la fait pas, toi. On ne l'avait pas, on ne la fait pas. Oh, attends, faut pas me prendre pour un pingouin. Pour un pingouin. Pas me prendre pour un pingouin. Donc, au final, mes parents se séparent et mon père, là, va se mettre avec une femme. Et quand il va se mettre avec une femme, on va venir habiter chez elle. Ouais, direct après. Il va se mettre avec une femme, on va venir habiter chez elle. Et elle avait des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais une véritable haine contre elle.
Parce qu'en fait, je me disais... C'est elle qui est venue casser. C'est elle. Parce que moi, je voyais ma mère pleurer. Je comprends, Tu vois, je voyais ma mère pleurer. Et je me disais, c'est à cause d'elle, là, que ma mère pleure. Bah oui, pendant qu'elle sourit avec mon père. Ouais. Et j'avais une haine contre elle, mais véritablement une haine. Pendant longtemps, je la détestais. Et du coup, tu voulais un peu te venger Non, je voulais me venger. Ah non, j'avais fait des dingueries, mais j'allais chez elle. Tu vas nous raconter ça, tu vas te repentir sur le plateau. Ah non, je me suis déjà repenti, Et j'allais chez elle, tout ça, et il y avait moi et mon frère, et il y avait elle et ses enfants. Elle avait 2 enfants. Et le truc, c'est quoi? Du coup, plus petit que toi ou pas? Non, il y en avait un, il avait 2 ans de plus, et un, il avait l'âge de mon frère. Ok. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on venait pas du même milieu social. Eux venaient d'un milieu plutôt prospère, tu vois, plutôt une ville assez bourge, tout ça, tu vois. Assez aisée, ouais. Et moi, j'étais plutôt un gars, frérot, tu vois, y a rien, tu vois. J'étais un gars, on va dire normal, tu vois, mais j'étais un gars, voilà, moi j'ai grandi avec... Faut se battre, quoi, pour... Voilà, faut se battre. Moi, j'ai grandi voilà, avec tout le monde, en communauté, tout ça. Oui, tu vois, moi, tous les soirs, j'étais dehors, je sortais avec mes potes. Bon, même quand j'avais 10 ans, on allait jouer au foot dehors, au terrain, au stade, au city, tout le monde, C'est pas à 20h, on est à la maison, non, voilà, tu vois, pyjama, voilà, tu vois. Et le truc, c'est que eux, ils venaient d'un milieu social vraiment plutôt bourge, tu vois. Moi, j'étais un peu un gars, moi, je rentre, mes habits sont déchirés au calme, tu vois. C'est brrr, c'est la rue, tu vois. Et au final, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive là-bas, on n'a pas du tout le même mode de vie. Eux, ils sont beaucoup plus en pression, beaucoup plus en... Donc pour eux, en fait, tu devais être trop... Voilà, je devais être un peu un C'était un blédard, un blédard, exactement. J'étais un blédard. Surtout que moi, j'arrivais, je me souviens, c'était un bel appartement dans une belle ville. J'étais là, waouh. J'ai jamais vu un appartement aussi grand. Donc du coup, en fait, ton père, il habitait chez ça. Oui. En fait, ils avaient emménagé ensemble. D'accord. Ils avaient emménagé ensemble et j'étais là comme ça, waouh. On avait une chambre, je m'en souviens, une grande chambre. J'étais waouh. Sauf que eux, là, les garçons qui étaient là-bas, les 2 garçons, me regardaient en mode, mais il est bizarre, lui, c'est quoi son problème? Il a jamais vu ça ou quoi? Et je disais, waouh. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il y avait un petit problème là-bas. C'est que la belle-mère, elle faisait comme un transfert de ma mère sur moi. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire qu'en fait, de ta mère sur ma belle-mère n'aimait pas ma mère. D'accord. Parce que du coup, c'est l'ex-femme. Sauf que moi, j'aimais ma mère. D'accord. Et moi, elle sentait que j'aimais ma mère, mais que je l'aimais pas. Ouais. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait des conflits entre elle et moi, mais tu sais, c'est des conflits qu'on ne dit pas. Oui, tu vois, c'est qu'on ne dit rien, mais toi et moi, on sait qu'on ne s'aime pas. Ouais, on sait que... Voilà, on est là comme ça, ça va. Mais on sait que... Mais dans mon cœur, on a envie de se battre. Tu vois. Et elle m'aimait véritablement pas. Elle m'aimait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de conflits ensuite entre elle et mon père. Ils se sont séparés, remis ensemble. On allait, on sortait. Une semaine, un jour ils sont ensemble, un jour pas ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, notre père nous a emmenés dans des galères véritablement. En fait, t'as grandi dans une famille un peu instable. En fait, t'as pas vraiment connu la stabilité. Ouais. Parce qu'à la maison avec ma mère, c'était instable du sens où on habitait ensemble. Elle a jamais déménagé, mais elle était instable émotionnellement. Mais mon père, c'était instable en termes de situation. Ouais. Et la belle-mère en question, elle a commencé à nous mener la vie dure. Et elle a commencé à manquer de respect à mon frère et à ma sœur. Et ça, j'ai pas apprécié du tout. Ouais. Parce que ma petite sœur, tu vois, elle avait 3 ans à l'époque, tu vois, c'est un bébé. Tu peux pas manquer de respect à un bébé. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas normal. Et je m'en souviens que un jour, je la surprends crier sur ma sœur. Sauf que ma sœur avait 3 ans. Ma sœur, c'est ça. Oui. Tu vois, surtout qu'elle est toute mignonne, elle est toute... tu vois, franchement, c'est son anniversaire d'ailleurs là il y a 2 jours. Ouais. Joyeux anniversaire. Voilà, aujourd'hui elle a 13 ans. Yeah. Et ma soeur en question, la femme en question, là, crie sur elle, tout ça. Et un jour, je crois j'avais 13 ans. Et je dis, bon, je lui parle comme dans le monde, je dis, toi, t'es ouf ou quoi là? Et je prends une brosse à dents, je lui jette d'un coup comme ça. Je lui jette d'un coup comme ça. Et là, elle commence à crier tout ça, gros conflit, ta. Après, il y a un fils qui vient, ta. Là, c'était la débandade. Là, c'était la bombe. Là, c'était... Non, là, elle était allée trop loin, tu vois. Et on avait des conflits terribles. Un jour, elle a dit que ma mère, c'était une vache, des trucs comme ça, tu vois. Mais pas devant mon père. Tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Tu vois, tu deviens fou. Ouais. Et moi, ce que je faisais, c'est que comme je ne pouvais pas cogner le petit frère, le petit, parce qu'il était plus jeune que moi, j'envoyais mon frère le cogner. Et donc j'essayais d'arranger des cognades. Non, c'est pas possible. J'essayais d'arranger des cognades et mon frère le goumait à chaque fois, tu vois. Mon frère le goumait à chaque fois. Et on avait la haine contre eux véritablement. Ouais. Et moi j'avais surtout la haine parce que je me disais, mais
Enfin, je pensais ça de mon père. Je me disais, mais comment tu peux emmener tes enfants dans des situations comme ça? Ouais. Un enfant doit se construire, un enfant doit évoluer dans un environnement sain. Ouais, parce qu'après, on grandit, on se dit, ouais, mais en fait, c'est quoi ce choix Ça laisse des séquelles, en fait. Ça laisse des traces terribles. Et le truc, c'est que mon père en question, tu vois, il va nous amener là-bas. Et nous, on lui disait, en fait, nous, on est malheureux là-bas. Ouais. Nous, on est malheureux avec cette femme. Ouais. Nous, franchement, on comprend le fait que t'aies quitté maman. Bon, on comprend pas, mais à la limite, À la voilà, limite, ouais. c'est ton choix. Ouais. C'est toi l'homme. Nous, là, on est des enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais tu peux pas nous amener là-bas. Ou si tu veux rester là-bas, laisse-nous chez maman, en fait. Moi, je voulais pas aller chez lui. Je n'aimais pas aller chez lui. Mais j'étais obligé, tu vois. Parce que d'un côté, je l'aimais, tu vois. Je l'aimais, mais je me disais, mais déjà qu'avant, j'ai l'impression qu'il n'avait pas trop d'intention. Je me disais, mais il ne nous aime pas, c'est pas possible. Ouais. Comment tu peux emmener tes enfants là-bas? Et en fait, le truc, c'est que lui-même était pris dans une relation toxique, tu vois. Ouais, et c'est véritablement terrible. C'est véritablement Parce terrible. que souvent aussi, c'est que on juge nos parents. Voilà, on n'est Mais pas à en leur fait, place. ouais, mais on se demande, et si nous qu'est-ce qu'on aurait fait si on était dans la même situation? Et je me rends compte que c'est vrai que parfois, ils font pas des bons choix, mais eux-mêmes, parfois, ils sont prisonniers de certaines choses, en fait, et ouais. Parce que tu vois, mon père, je me suis posé la question après, me suis dit, pourquoi il a quitté ma mère? Je me suis dit au début, non. Mais plus tard, quand je me suis converti, je me suis rendu compte, en fait, il était pas heureux. Tu vois, il était juste pas heureux et tu peux pas lui en vouloir. Tu vois, c'est pour ça que moi, je le reveux pas du tout et tout va bien, tu vois. Même la belle-mère en question, si elle réagissait comme ça, c'est parce qu'elle-même, il y avait des problèmes. Peut-être qu'elle-même, elle craignait que ma mère allait revenir, qu'elle allait perdre son... Tu vois, donc au final, je pense que tu vois, il faut avoir de la compassion. Il faut avoir de la compassion et des fois, on a l'impression que... En fait, des fois, on considère beaucoup les actions des gens au lieu de considérer que des fois, c'est des réactions, en fait. C'est ça. Ils réagissent. C'est ça, ils réagissent à la situation. Ils réagissent à la situation, une blessure dans leur cœur. Exactement. Voilà. Et au final, ce qui s'est passé, c'est bref, ils sont séparés. Mon père nous a amenés là-bas. Et je m'en souviens qu'un jour, j'ai regardé mon père. Bon, je me suis fait bien cogner après. Mais je lui ai dit, plus jamais de ma vie, je te verrai du même œil. Parce qu'en fait, je voyais ma mère pleurer. Parce que ça, c'est la partie avec mon père. Mais à la maison, je voyais ma mère pleurer. Et je voyais ma mère véritablement pleurer. Et ma mère, elle est quoi? Elle est forte, tu vois, mais il y a des fois, elle se confie. Je me souviens, j'étais parti un jour au Portugal avec elle en vacances. Mes parents étaient déjà séparés depuis 1 an. Et elle m'avait confié des choses sur mon père. Je me suis dit, en fait, c'est émouvant, quoi. C'est ta mère, en fait. Tu vois, c'est ta mère. T'as le seum, en fait. T'es énervé parce que tu te dis, mais comment il a pu faire ça à ma mère, en fait? Mais d'un côté, tu l'aimes parce que c'est ton père. Tu peux pas lui en vouloir. My God, quelle situation vraiment bizarre. Je t'assure, c'est terrible. C'est c'est trop toxique. Et entre-temps, je continuais à aller à l'école, tu vois. Et quand j'étais en primaire, j'avais que des félicitations. Certains profs disaient que j'étais véritablement surdoué. On voulait que je saute une classe et tout. Ouais, je m'en souviens. Non. J'avais vraiment que tu vois, l'appréciation, félicitations. Arrivé au collège, il n'y a pas une année où je n'ai pas eu avertissement de comportement. Pourquoi? Parce qu'en fait... La dégringolade. Ce qui se passait à la maison, ça m'a tellement affecté que je me suis dit, il faut que j'aille chercher de l'affection quelque part. Il faut que j'aille chercher de l'amour quelque part. Il faut que j'aille chercher quelque chose quelque part. Parce qu'en fait, tu vois, dès que je suis né, dès petit, dû au fait que j'ai pas reçu ce que je devais recevoir de mon père, je sentais un vide. Je sentais un vide terrible. Et c'est bizarre parce que dès petit, je le sentais. C'est que dès petit, j'étais là comme ça, avec tout le monde. Mais je me posais des questions genre, purée, mais il me manque un truc là. Tu vois? Et dès petit, hein, même dès 10 ans. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai commencé à entrer dans l'histoire des filles, tout ça. Dès la primaire, j'ai commencé, je crois qu'en primaire, juste, j'étais sorti peut-être avec 8-9 filles, tu vois. Ah non, je sortais avec beaucoup de filles en primaire, véritablement, tous les ans, tout ça. Je raconterai ça un autre jour, mais... J'étais terrible, tu vois. J'étais véritablement terrible. Et j'avais un truc à combler. Et ce qui s'est passé avec mes parents, ça a juste intensifié ça. Parce que tu vois, ta mère, maintenant que ton père l'a quittée, elle a besoin d'amour. Elle peut plus t'en donner. Elle-même en a besoin. Ton père, il est du père. Il est totalement perdu. Lui-même, il en a besoin. Qui te donne de l'amour alors? Personne. Et surtout que j'étais le grand frère et je voulais prendre soin de mes petits. Tu vois? Et donc au final, je recevais pas forcément d'amour. Et quand j'allais au collège, maintenant quand je suis entré au collège, j'ai rencontré là-bas, d'ailleurs des personnes que je crois que tu as déjà reçues, tu vas recevoir en partage ton histoire, Julien Fabre et Alexandre Blanchard. Et on s'est très vite liés d'amitié, ça fait plus de 12 ans qu'on se connaît, tout ça, qu'on est meilleurs amis, on est ensemble meilleurs amis. Et on s'est rencontrés là-bas. Et je pense que Julien, c'était un peu pareil que moi, on était en 6e ensemble quand je suis arrivé à l'école. Et je me suis dit, my God. En fait, tu sais, c'est pas une pensée comme ça qu'on se fait, mais je pense que c'est plutôt instinctivement, je me dis, il me manque quelque chose, faut que j'attire l'attention. Faut que je sente que quelqu'un m'aime. Ouais, c'est ça. Faut que je sente que quelqu'un m'aime. Des blessures, en fait, qui changent notre comportement, en fait, et on se retrouve à faire des choses, en fait, qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu cette fracture, cette blessure en nous. Tu vois, j'aurais été un enfant normal, mais j'étais un enfant bizarre. Tu vois, j'étais un enfant bizarre. Et je me souviens qu'on était en cours et on commençait à faire les guignols. Mais les guignols à une dimension, Chantal. Non, Chantal.
Il y a les guignols et il y a les guignols. Dis-nous, vous faisiez les Non, on guignols. était des guignols. Mais on était une dimension dans la guignolerie. Non, les guignols de l'info. On était des guignols. Non, mais Julien te racontera, je sais pas s'il est déjà passé. Pas encore. Julien te racontera, on était 6e B. On a commencé des guignoleries. 6e A, 6e B, 6e C, 6e D. Ouais. Ah oui, on a commencé des trucs en cours, on était véritablement Allez, vas-y, terribles. raconte des anecdotes. Il y avait une prof d'anglais qui s'appelait Madame Lecoq, et on faisait des trucs d'enfants comme ça, des trucs un peu, tu vois, des trucs un peu bêtes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais changé totalement de collège. J'étais dans une école primaire dans ma ville, mais j'étais allé dans un autre collège parce que le collège dans lequel je allais dans ma ville, il faisait que des blocus là-bas. Et ma mère avait dit, une amie à ma mère lui avait dit, il y a un bon collège là-bas dans telle ville à Houille, tu devrais peut-être essayer de négocier pour le mettre, dérogation, je sais pas quoi. Et au final, je suis allé là-bas. Et du coup, là, à ce moment, tu étais au collège, t'avais quel âge? J'avais 10, 11. Tu venais juste de rentrer au collège? Ouais, je venais juste de rentrer au collège. Et c'est pendant les années collège que l'histoire de la belle-mère. Donc en 6e déjà, vous faisiez... Oui, mais en 6e encore, là, c'était que le début. Après, là, on allait beaucoup plus loin. Okay. Et on a commencé à avancer. Et en parallèle de l'école à la maison, c'était terrible. À l'école, j'étais un peu le gars marrant. Ouais. À l'école, j'étais un peu le gars... ouais, mon gars, ça va, brr, ouais, on est ensemble, yeah. Le brr, il vient de là-bas, c'est ça? Non, je sais pas, on était ensemble, tu vois, on était véritablement, voilà, on rigolait, on beaucoup parlait, mais personne ne savait qu'à la maison, c'était terrible. C'est-à-dire que quand j'étais devant mes potes, je m'en souviens, on allait tout le temps à la cantine, on blaguait, on se taillait, on se clashait, on était des jeunes normaux. Et on était un peu comme les boss du collège, on était un peu les BG, un peu les gars qui parlent fort, s'il y a problème, tu vois, on gérait on gérait les filles, tout ça, tu vois. Et personne ne savait que derrière ce que je montrais... En fait, ça veut dire que, quand même dans le bal, t'étais un leader, en fait. Même dans les trucs de banditisme, t'étais déjà un leader. J'étais un bon leader, J'étais aussi un suiveur, parce qu'il n'y avait plus leader que moi à l'époque. Mais de toute façon, il y a toujours plus que nous. Mais c'est pour dire déjà, en fait, que souvent, on se rend pas compte, mais on a déjà les âmes de leader selon, même si c'est pas dans le bon côté. Déjà, quand on a une âme de leader, on peut le voir. Et après, quand on vient à Christ, on est des bons éléments. On est des bons éléments, alléluia. On est des bons éléments, mais j'étais pas un bon élément à l'époque. Oui, bien sûr. C'était vraiment... On a commencé à faire des bêtises. T'étais un bon élément dans le banditisme. J'étais un bon élément du diable. Vraiment. Il était yes, continue, go ahead. Je suis fier de toi, félicitations. Toi, t'es le meilleur. Je vais te donner un petit cadeau après. Non, il veut me féliciter. Et j'étais vraiment un bandit, tout ça. Et à l'école, on a commencé à avancer. Et je travaillais pas, tout ça. En vérité, ça peut paraître un peu facile de dire ça, mais je pouvais pas travailler. À la maison, là, c'était terrible. C'était véritablement terrible. L'atmosphère et toutes ces choses, en fait. Non, là, c'était trop terrible. Chantal, c'était trop terrible. Je rentrais quand j'étais chez mon père. Ouais, je rentrais quand j'étais chez mon père. Je voyais la dame là. En fait, on sortait pas. On parlait pas. Mon père était dans le salon avec les autres. Et tu vois, en fait, nous, on n'arrivait pas trop à se mélanger parce qu'on n'était pas acceptés, en fait. On était considérés comme les blédards, les gars qui viennent pas de la même ville. Vous restez entre vous. Voilà, vous restez entre vous. Et nous, on passait notre temps à jouer aux jeux vidéo et à se renfermer sur nous-mêmes, en fait. Et on allait chez notre père, mais on n'était pas avec lui, tu vois. Et bref, c'était véritablement terrible, tu vois, pour le cœur d'un jeune enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que, du coup, je me suis dit, écoute, si t'as pas l'affection de ton père, t'as pas celle de ta mère. Ma mère ne pouvait pas la donner. Tu vas la chercher autre part. Et en grandissant, j'ai commencé à la chercher autre part. Mais c'est ce que tu te disais à ce moment-là? C'est ce que je me disais. En fait, à ce moment-là, c'était instinctif ou bien t'as eu cette réflexion-là? C'était plutôt... En fait, c'était réflexion instinctive. C'était instinctif. Ouais. Et après, j'ai lié ça un peu à la réflexion de sens. Je me suis dit, mais ton père, là, il devrait pas prendre plus soin de toi. Ton père, ça devrait être ton modèle. C'est vrai qu'il a fait une dinguerie, mais tu l'as pardonné. Mais pourquoi est-ce que depuis, il prend pas soin de toi? Pourquoi depuis... Tu vois, j'ai l'impression qu'il prenait soin d'enfants de l'autre maman, mais pas de... Je me dis, mais attends, mais il y a un bug là, c'est moi en fait, hein. C'est moi que t'as mis au monde là, c'est moi. Et au final, voilà. Et ensuite, je me suis dit, tu vas aller chercher l'affection toi-même. Et du coup, j'ai commencé à aller la chercher moi-même. Et j'ai commencé à la chercher, et j'ai commencé à la chercher dans des choses terribles. Et je précise que, je vais raconter ça, mais je précise que dans cette situation avec mon père-là, c'était compliqué du sens où on a vécu, il se séparait de la dame, il se remettait avec elle, après il y avait une autre, après une autre. Entre-temps, mon père était tombé comme en dépression, parce qu'en fait, de relations trop toxiques, tu vois. Pourtant, mon père, tu vois, c'est un gars... mon père est né au Mozambique. Et il est venu ici lorsqu'il avait 7 ans, tu vois. C'était un
un guerrier, tu vois, il a grandi au Pablo à Nanterre, tout ça, c'était un gars de la rue un peu, tu vois. Et il s'est fait seul, il a même pas le bac ni rien, mais il a réussi, tu vois. Il a créé son entreprise, il a réussi. Moi, c'était mon modèle, tu vois. Mais pourtant, lui, un jour, va comme tomber, bon, je dis dépression, bon, je sais pas si c'est véritablement ça, mais va comme un peu baisser les bras par rapport à la vie et il va tout perdre. Et le truc, c'est que quand il va tout perdre, il va comme nous amener avec lui, mais on va vivre des situations de pauvreté vraiment, vraiment compliquées. Je me souviens que ma grand-mère elle-même était pauvre, tu vois, et elle vivait chez sa meilleure amie, qui est un tout petit appartement au Pablo Picasso à Nanterre. Je sais pas si tu connais la cité Pablo Picasso. Ouais, vite fait. Et ma grand-mère habitait dans l'appartement. Elle habitait dans l'appartement de sa meilleure amie parce qu'elle-même n'avait pas d'argent. Et mon père était comme à la rue avec 3 enfants, ma soeur, mon petit frère et moi. Et du coup, on était allés tous les 4 vivre chez l'ami de ta grand-mère. L'ami de ma grand-mère chez qui ma grand-mère vivait. Oh my God. Et on dormait tous ensemble dans le même lit, tout ça, c'était véritablement... Bon, il y a des personnes qui ont vécu bien pire, mais j'étais pas habitué à ça en fait, tu vois. Des fois, il n'y a pas d'électricité. Je m'en souviens un jour, la honte, j'amène un ami chez moi, et je suis là et tout, je dis ouais mon gars, on va jouer à la play et tout. Bam, coupure d'électricité. Et j'appelle mon père, il me dit c'est parce qu'il a pas payé. Et là, je dis à mon ami, ouais, tu sais, mais ici, là, il coupe toujours l'électricité, je sais pas pourquoi, mais t'inquiète, t'inquiète, mon gars, on va sortir, tout ça, tu vois. Et voilà. Et au final, je m'étais dit, purée, trop de situations, là, mon père n'arrive pas à me gérer. Mais en fait, c'est parce qu'il pouvait pas, il était retenu par certaines choses. Ma mère n'arrive pas à me gérer, je me gérais seul. Et donc là, t'as dit, t'es rentré dans les choses terribles. Rentrer dans les choses terribles. Mais attends, avant de nous dire ces choses terribles, parce qu'on va le voir dans le prochain épisode. Yes, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Un suspense pour vous qui nous regardez. On va voir c'est quoi ces choses terribles dans le prochain épisode. Donc, restez connectés. Mais maintenant, nous allons passer à une autre phase de notre émission. Nous allons prier pour vous. Yes. Rémi, voilà, on va élever la voix pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette même situation où ils ont vécu des choses terribles dans le cadre familial, ils n'ont pas grandi avec un équilibre, avec de la stabilité. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants en fait sont justement dans des situations compliquées. Exactement. Et ils ont des comportements et même les parents en fait qui parfois c'est compliqué. Mais moi, je crois que Dieu est capable de vraiment apporter un soutien et vraiment restaurer. Là où il n'y a pas de stabilité, amener la stabilité. Et je crois que Dieu est capable de le faire tant chez les parents que chez les enfants vraiment. Et donc, on va élever la voix pour les parents et même pour les enfants, pour que vraiment Dieu puisse intervenir dans leur situation. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Père, je te bénis, Père, pour toutes ces tous personnes les internautes, tous les téléspectateurs. Je prie pour les familles. Je prie pour que l'amour de Dieu, Père, que tu puisses remplir leur cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie pour que tu puisses remplir, Père, le cœur des parents d'amour, le cœur des enfants d'amour, Père, de manière à ce que les blessures du passé, Père, de manière à ce que les déceptions du passé, Père, de manière à ce que la haine du passé, Père, puisse être totalement effacée. Et de manière à ce que l'amour de Dieu puisse désormais, Père, prendre le dessus. Éternel, je prie pour toutes les personnes qui nous regardent, Père, qui ont vécu des blessures concernant leur père, concernant leur mère. Je prie, Père, pour qu'ils puissent être remplis d'amour et accepter de pardonner. Je prie pour qu'ils puissent être totalement restaurés. Père, merci parce que tous les parents, Père, qui ont connu un divorce, qui ont connu une séparation, je prie pour qu'ils puissent être restaurés, Père. Je prie pour que leur cœur puisse être restauré, que les blessures puissent être effacées. Père, merci de ce que tu remplis, Père, le cœur des enfants, le cœur des parents, Père, d'amour, l'amour de Dieu, l'amour agapé, Père, l'amour qui surpasse toute chose, Père, l'amour qui pardonne toute chose, Père, remplis les cœurs, tout esprit qui est là pour ramener la discorde, la division au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que tu puisses régner, Seigneur, dans les familles, que dans les foyers, Père, que la présence de Dieu, que la paix de Dieu puisse régner, Père. Que tous les jeunes qui nous regardent, dans leur vie, et qui ont des blessures dans le cœur par rapport à leurs parents, Père, alléluia, puissent voir, Père, leur restauration se manifester maintenant. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, alléluia. Et peut-être que tu me regardes aujourd'hui, que tu sois un parent, que tu sois un enfant, un jeune, peu importe. Tu me regardes, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas de relation personnelle. Peut-être que tu as une connaissance scientifique ou même de ce que tes parents t'ont appris de Dieu ou de la religion. Mais Dieu t'appelle à avoir une relation personnelle avec lui. Wow. Peut-être que tu n'as pas cette intimité, mais Dieu t'appelle à avoir cette intimité. Et lorsque tu auras Jésus dans ta vie,
ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'il va revenir mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Et que tu sois parent ou enfant, Dieu est capable de changer ta situation. Et tu n'as pas cette relation, je veux te donner l'opportunité aujourd'hui de recevoir Jésus dans ton cœur, de recevoir Dieu, de naître de nouveau et de faire partie de la famille de Dieu. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Il y a le salut à la clé, mais il y a aussi la restauration. Il suffit tout simplement de fermer les yeux et de déclarer ces paroles à haute voix avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'entends ta parole. Je veux te donner ma vie. Et je veux te recevoir. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je crois maintenant que je suis pardonné et je deviens ton enfant. Merci Seigneur, parce que tu me restaures, parce que tu restaures ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Félicitations si tu as fait cette prière. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas voir, parle à Dieu comme ton père, comme ton ami. Tu n'as pas besoin de faire des prières compliquées, non, parle-lui avec sincérité. Et tu vas voir que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Dieu entre dans ta vie et les choses vont changer. En tout cas, merci beaucoup Rémi pour ce témoignage. Restez connectés, on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de son témoignage. Dans Partage ton histoire.